Mes parents me mettent à la porte pour Noël, puis m'appellent « Chérie, tu as payé l'hypothèque ?» Quel culot. Je suis allé chez eux, vous avez 30 jours pour déménager. La maison est vendue. Ma sœur m'a claqué la porte au nez le soir du réveillon, me disant que je ne faisais pas partie de la famille proche. Quand ils ont appelé quelques jours plus tard pour demander le paiement de la mensualité du crédit immobilier, je n'ai pu que rire. Ils avaient oublié un détail crucial. Je suis propriétaire de la maison dans laquelle ils vivaient, alors je l'ai vendue. Les essuie-glaces battaient à un rythme frénétique et inutile contre la pluie verglaçante. La glace encroûtait les bords du pare-brise et mes phalanges étaient blanches sur le volant. J'avais déjà une légère fièvre, du genre qui vous donne l'impression que votre peau est trop tendue et que vos os sont endoloris. Mais j'avais ignoré tout ça. C'était le soir du réveillon de Noël. Rien n'allait m'empêcher de faire une surprise à ma famille. Depuis 2 heures, je me traînais sur l'autoroute dans ce temps misérable, le coffre de ma voiture rempli de cadeaux. Il y avait une machine à expresso haut de gamme pour mes parents, Bernard et Martine, et un sac à main de créateur pour ma sœur, Sophie. Même son nouveau fiancé, Antoine, que je n'avais rencontré que 2 fois, avait une bouteille de scotch ridiculement chère qui l'attendait. Je tirais une grande fierté de mes cadeaux, d'être celle qui pouvait subvenir aux besoins, celle qui prenait soin de tout le monde. J'ai finalement tourné dans leur rue. La maison, celle que je leur avais achetée il y a 5 ans, ressemblait à une carte postale. Une lumière chaude se déversait des fenêtres, un sapin parfait était visible dans le salon. Un soulagement si puissant m'a envahi qu'il m'a presque donné le vertige. J'étais là. J'étais en sécurité. Je me suis garé, j'ai attrapé les 2 plus grands sacs de cadeaux et j'ai titubé sur l'allée verglacée, la tête martelant à cause de la fièvre et du trajet. Je n'ai pas pris la peine d'utiliser ma clé, voulant l'effet de surprise totale. J'ai sonné à la porte, un carillon joyeux et familier. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte, mais seulement à moitié, bloquée par une silhouette. C'était ma sœur, Sophie. Elle portait une nouvelle robe en velours, ses cheveux et son maquillage étaient parfaits. « Camille » dit-elle. Sa voix était aiguë et tendue, ses yeux écarquillés par quelque chose qui n'était pas de la joie. C'était de la panique. « Joyeux Noël » ai-je essayé de claironner, mais ma voix est sortie comme un croassement rauque. Je me suis penché en avant, m'attendant à ce qu'elle ouvre grand la porte et me serre dans ses bras. Au lieu de cela, elle a posé une main à plat sur la porte, bloquant ma vue. « Oh mon Dieu, Camille. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon sourire a vacillé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je suis là pour Noël. » Surprise. J'ai soulevé les sacs, qui semblaient soudainement très lourds. Derrière elle, je pouvais entendre des rires, le tintement des verres et la voix d'un homme. Antoine qui racontait une histoire. Sophie a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, le visage rouge. « Camille, Tu aurais dû appeler. » « Appeler ? Pourquoi ? » « Je voulais vous faire la surprise, dis-je, la confusion se transformant en une angoisse glaciale qui n'avait rien à voir avec le grésil qui trempait mon manteau. Elle a grimacé, refusant de croiser mon regard. « On fait juste la famille proche cette année, Camille. C'est juste moi, Antoine, maman et papa, tu sais, on fait ça en petit comité. » Les mots flottaient dans l'air, insensés. La famille proche, ai-je répété, la voix vide. Sophie, je suis de la famille proche. Eh bien, tu sais ce que je veux dire, dit-elle, son ton passant de la panique à la défensive. C'est juste qu'Antoine est là maintenant et nous commençons nos propres traditions. C'est plus simple comme ça. On allait t'appeler demain. Vous alliez m'appeler demain, ai-je fait l'écho. J'ai baissé les yeux sur les cadeaux dans mes mains, les rubans déjà humides et affaissés. Je sentais la fièvre monter, une couverture de laine chaude et épaisse s'enroulant autour de mon cerveau. J'ai regardé par-dessus son épaule, essayant de voir mes parents. Notre maman et notre papa, ils savent que tu fais ça ? Ils comprennent, Camille. Ce n'est pas grave. On se verra au Nouvel An ou quelque chose comme ça. D'accord ? Elle a commencé à pousser la porte pour la fermer. Tu as l'air malade. Tu devrais probablement rentrer chez toi et te reposer. Mais les cadeaux, balbutiai-je, les tendant inutilement. Laisse-les juste sur le porche, dit-elle, sa voix étouffée alors que la porte se fermait avec un clic. Le peine dormant s'est enclenché avec un bruit sourd et final.
Je suis resté là pendant 1 minute entière, la pluie verglaçante plaquant mes cheveux sur mon crâne. J'étais dehors, dans le froid. Ma famille était à l'intérieur, au chaud et en train de rire, célébrant Noël sans moi. Moi, la fille qui avait acheté cette maison même, je n'étais pas de la famille proche. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop abasourdi, trop malade. Un calme étrange et glacial s'est installé en moi. J'ai fait demi-tour, suis retourné à ma voiture et j'ai posé délicatement les cadeaux sur le siège passager. Je suis monté, j'ai tourné la clé et j'ai quitté l'allée en marche arrière. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet de 2 heures pour rentrer chez moi fut un flou de phare, de glace et d'une seule pensée brûlante qui brillait plus fort que ma fièvre. La trahison était pire que n'importe quelle maladie. Les 48 heures suivantes furent un cauchemar fébrile. Je suis rentré à mon appartement, j'ai enlevé mes vêtements mouillés et je me suis effondré dans mon lit. Ma légère fièvre était devenue un véritable brasier. La juste rétribution pour le trajet glacial et le rejet encore plus glacial. J'étais complètement seul pour le jour de Noël. J'ai éteint mon téléphone, incapable de supporter l'idée de voir un SMS de Joyeux Noël de l'un d'entre eux, sachant que ce serait un mensonge. Je suis resté dans le noir, sombrant dans un sommeil agité, l'image de la porte se fermant tournant en boucle dans mon esprit. Le matin du 27, la fièvre était tombée, me laissant faible mais l'esprit clair. L'appartement était silencieux, les cadeaux non ouverts posés sur ma table de salle à manger comme une pile d'accusations. La blessure était toujours là, une douleur physique et à vif dans ma poitrine. Mais autre chose se solidifiait en dessous, une colère froide et dure. J'ai rallumé mon téléphone. Il s'est illuminé de quelques messages prévisibles. Un de ma mère, Martine, envoyé le matin de Noël. Joyeux Noël, ma chérie. Désolé que tu n'aies pas pu venir. Appelle-nous. Désolé que je n'ai pas pu venir. Le mensonge était si désinvolte qu'il m'a coupé le souffle. Ils ne m'avaient même pas accordé la dignité de la vérité. Ils avaient juste prétendu que j'avais choisi de ne pas venir. Il n'y avait rien de Sophie. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, serrant une tasse de thé, et je me suis forcé à réfléchir. Ce n'était pas Sophie. Pas vraiment. Ma sœur était écervelée et un peu égoïste, bien sûr, mais elle n'était pas cruelle. Cela portait la signature d'Antoine. Antoine, l'entrepreneur lifestyle qui avait surgi de nulle part 6 mois auparavant et qui, depuis, lui murmurait à l'oreille. J'ai pensé à son apparence lisse et soignée, à sa façon de ne jamais répondre directement à une question sur ses entreprises, et à l'intérêt dérangeant qu'il avait montré pour mon travail d'analyste financière. Il m'avait posé des questions indiscrètes sur mes investissements, mon salaire, et plus spécifiquement sur l'arrangement concernant la maison de mes parents. C'est si généreux de ta part, Camille, avait-il dit lors d'un grand repas de famille, ses yeux un peu trop brillants. Juste un cadeau, sans condition. Ce sont mes parents, Antoine. Je voulais qu'ils soient en sécurité pour leur retraite, avais-je répondu, sur la défensive. Bien sûr, bien sûr. Un geste merveilleux, avait-il médité en faisant tourner son vin. Un actif très important. Ce souvenir me donnait la chair de poule. Il ne voyait pas ma famille comme des personnes, mais comme des actifs, et il me voyait comme un obstacle. La pensée revenait sans cesse, tel un petit galet froid et dur. Ils avaient tous, mes parents inclus, choisi de me mettre à l'écart. Ils avaient fait un calcul. Et en le faisant, ils avaient oublié une chose cruciale, fondamentale. Ils avaient oublié que je n'étais pas seulement une bienfaitrice. J'étais une analyste. Je travaille avec des chiffres, des contrats, avec la réalité dure et implacable de l'encre noire sur le papier blanc. Et ils avaient oublié que la maison dans laquelle ils étaient si confortables, celle dont ils m'avaient exclu, n'était pas un cadeau comme ils en étaient venus à le croire. C'était une propriété, et j'étais le seul nom sur l'acte de propriété. Mon téléphone a sonné, vibrant bruyamment sur le plan de travail en granit. C'était ma mère. Je l'ai fixé, mon cœur battant la chamade. J'ai décroché, ma voix plate. Allô, maman. Camille, te voilà. On était si inquiets. Ma chérie, tu te sens mieux? Sa voix était enjouée, pleine d'une fausse sollicitude directe qui me tordait l'estomac. Je vais bien, maman. De quoi as-tu besoin? Oh, eh bien, c'est juste que, elle a eu un petit rire nerveux. Tu sais, avec les fêtes et tout, les choses se bousculent. Ton père et moi regardions le calendrier, et bon,
la mensualité du crédit est due le premier. On se demandait juste si tu t'en étais, tu sais, occupé, avec le fait que tu étais malade et tout. Voilà. Pas de Camille, nous sommes vraiment désolés. Pas de Sophie nous a raconté ce qui s'est passé et c'est impardonnable. Pas même un est-ce que ça va? C'était juste, où est l'argent? J'ai regardé la pile de cadeaux, le sac de créateur pour Sophie, la machine à expresso pour eux, et un rire, un aboiement sec et sans humour, s'est échappé de mes lèvres. La mensualité du crédit, dis-je, les mots ayant un goût de cendre. C'est pour ça que tu as appelé. Eh bien, oui, ma chérie. Tu sais que ton père s'inquiète. Maman, l'interrompis-je, ma voix aussi froide et claire que la glace sur mon pare-brise. La maison est à mon nom. Le crédit est ma responsabilité. Je suis très consciente de la date d'échéance du paiement. Oh, dit-elle, décontenancée. Bien. Bien. C'est. Eh bien, c'est tout ce dont nous avions besoin. Alors, tu vas. Tu vas t'en occuper? Oh, oui, dis-je, une clarté soudaine et tranchante dissipant les derniers vestiges de mon brouillard émotionnel. Je vais m'en occuper. Je dois te laisser, maman. J'ai des appels à passer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié de quoi j'étais capable. Ils pensaient que j'étais juste un compte en banque sur pattes, une source inépuisable de générosité qu'ils pouvaient activer et désactiver à leur convenance. Ils avaient oublié que la générosité est un choix. Et ils avaient oublié une chose cruciale. C'était moi qui détenais toutes les cartes. Mes parents, Bernard et Martine, n'avaient pas toujours été comme ça. Mon père, Bernard, était un électricien à la retraite, un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie, et ma mère, Martine, avait été une institutrice de maternelle adorée. C'étaient des gens simples et bons qui nous avaient offert, à Sophie et à moi, une éducation stable, bien que modeste. J'étais la responsable, celle qui excellait à l'école, qui obtenait les bourses, qui gravissait les échelons de l'entreprise. Sophie était la créative, l'esprit libre, ce qui, à l'âge adulte, s'était traduit par une série de petits boulots et une dépendance envers nos parents, et par extension, envers moi. Il y a 5 ans, un mauvais investissement avait anéanti la plupart des économies de retraite de mes parents. Mon père, fier et brisé, faisait face à la réalité de devoir vendre la maison de notre enfance. J'étais alors analyste senior et je ne supportais pas de les voir dans une telle détresse. Alors, je suis intervenu. J'ai vendu mon appartement en centre-ville, j'ai acheté cette belle maison dans la plus tranquille rue des Marronniers et je l'ai mise à mon nom. Je leur ai dit que c'était leur maison pour aussi longtemps qu'ils vivraient. Ils pouvaient y vivre sans loyer. Je couvrirais le crédit et les impôts, comme mon cadeau pour eux. Ça me faisait du bien de pouvoir enfin prendre soin d'eux comme ils avaient pris soin de moi. Mon erreur, je le réalisais maintenant, avait été de leur rendre la vie trop facile. Ma générosité était devenue une attente. Ma présence était devenue une commodité. Et puis, il y a 6 mois, Antoine était arrivé. Sophie l'avait rencontré lors d'une sorte de retraite de bien-être. Il se présentait comme un entrepreneur lifestyle et un consultant en croissance. Son Instagram était un flux savamment orchestré de photos de lui sortant de voitures de sport de location, tenant des réunions sur des yachts et utilisant des phrases vides de sens comme synergiser le potentiel et actualiser un état d'esprit de croissance. Pour moi, il criait l'arnaqueur. Mais Sophie, qui avait toujours rêvé d'une vie de glamour, était sous le charme. Et mes parents, désespérés de voir leur plus jeune fille enfin se ranger, étaient aveuglés par son vernis impeccable. La première fois que je l'ai rencontré, lors de ce grand repas de famille, son attention sur moi était déconcertante. Il ne s'intéressait pas à moi en tant que personne, mais en tant qu'entité financière. Camille, analyste senior, avait-il dit, me fixant de son regard intense et sans ciller. Vous devez gérer des portefeuilles à très gros enjeux. Très impressionnant. C'est un travail, Antoine, avais-je dit d'un ton dédaigneux. Non, non. Je suis fasciné par les gens qui comprennent le véritable flux du capital, avait-il poursuivi en se penchant. Sophie me dit que vous avez pratiquement offert leur maison à vos parents. C'est incroyable. Mais d'un point de vue fiscal, n'est-ce pas un peu compliqué? L'avoir à votre nom, je veux dire, vous absorbez toute la responsabilité. Vous devriez vraiment envisager de leur transférer l'acte de propriété. Ou mieux encore, de le mettre dans un trust.
Je suis justement spécialisé dans la protection des actifs. L'arrangement me convient très bien, Antoine, l'avais-je coupé, une sonnette d'alarme retentissant dans ma tête. Bien sûr, avait-il dit en souriant, mais ses yeux étaient froids, je veille juste sur la famille. Maintenant, son comportement prenait un sens parfait et écœurant. Il n'était pas seulement un escroc. C'était un parasite, et il m'avait identifié comme l'hôte des finances de la famille. Pour obtenir ce qu'il voulait, la maison, la dépendance de mes parents, l'héritage de Sophie, il devait se débarrasser de moi. Le verrouillage du soir de Noël n'était pas seulement un acte spontané de cruauté de la part de ma sœur. C'était une manœuvre calculée. C'était la première phase de son plan. Isoler la cible. Il a probablement supposé que je serais si dévasté émotionnellement que je me replierais sur moi-même, ce qui lui faciliterait la tâche pour tisser sa propre version des faits. Il dirait à mes parents que j'étais instable, que c'était moi qui les avais abandonnés. Il se positionnerait, lui et Sophie, comme les nouveaux gardiens stables. Et dans leur vulnérabilité, mes parents accepteraient n'importe quoi, y compris de faire pression sur moi pour que je transfère la maison. L'appel téléphonique de ma mère le prouvait. Il ne pensait même pas à moi. Il pensait au paiement. Antoine les avait inquiétés pour leur sécurité, et il était le seul à leur offrir une solution. Une fureur froide s'est installée en moi. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que j'étais juste une fille émotive et dévouée. Il avait oublié que mon travail, toute ma carrière, reposait sur un seul principe, l'analyse des risques. Je passais mes journées à identifier les passifs et à les neutraliser. Et Antoine venait de s'identifier comme le plus grand passif de ma vie. Je me suis assise à mon bureau, mon esprit enfin complètement, douloureusement clair. La fièvre était partie, et avec elle, la femme au cœur brisé qui avait pleuré dans sa voiture. À sa place se trouvait Camille, l'analyste financière senior, et elle était prête à se mettre au travail. Mon passage de victime à stratège fut aussi soudain et décisif que le déclenchement d'un disjoncteur. La douleur émotionnelle était toujours là, un bourdonnement à basse tension sous la surface, mais mon esprit était entièrement tourné vers les affaires. Antoine voulait jouer avec les actifs. Parfait. Je gérais un portefeuille à 9 chiffres pour ma firme. C'était un amateur. Mon premier appel ne fut pas pour ma famille. Ce fut pour mon avocate, une femme vive et pragmatique nommée Julia. Julia, c'est Camille. J'ai besoin de liquider un bien immobilier. Celui de la rue des Lilas. Il y eut une pause. La maison de vos parents ? Demanda Julia, sa voix soigneusement neutre. Elle connaissait tout l'arrangement. Est-ce que tout va bien ? Non, dis-je, ma voix ferme. Mais ça va aller. J'ai besoin que vous rédigiez un mandat de vente avec un agent de premier ordre dans leur secteur. Je veux aussi que vous sortiez tous les documents liés à cette propriété, l'acte de propriété, le contrat de prêt, l'historique des paiements, tout. Considérez que c'est fait, dit Julia. Quel est le délai ? L'échéance, c'était hier, répondis-je. Mais ce n'est pas tout. J'ai besoin que vous me recommandiez un détective privé. Le meilleur que vous connaissiez. Cette fois, la pause de Julia fut plus longue. Camille, que se passe-t-il ? J'ai un nouveau futur beau-frère non officiel nommé Antoine. Il se dit entrepreneur lifestyle. Je veux tout savoir. Faillite, créances, relations passées, tout démêlé judiciaire. Je veux savoir d'où vient son argent et, plus important encore, où il le cache. J'ai la personne qu'il vous faut, dit Julia, son ton devenu purement professionnel. Il est cher, mais c'est un fantôme. Vous aurez un rapport d'ici la fin de la semaine. Mon appel suivant fut pour ma banque. J'ai payé la mensualité du 1er janvier. Il était crucial, je le savais, de rester en parfaite conformité légale en tant que propriétaire. Je remplirai mes obligations à la lettre, jusqu'au moment où je ne le ferai plus. Pendant les 3 jours suivants, j'étais une machine. Je travaillais normalement de chez moi, mes doigts volant sur le clavier, effectuant des analyses et des transactions boursières. Mais le soir, mon appartement devenait un quartier général. J'ai fait mes propres recherches. Les réseaux sociaux d'Antoine étaient une façade, mais une façade mal construite. Le yacht sur lequel il se trouvait appartenait à un entrepreneur de la tech qu'il avait tagué, qui n'avait aucune autre photo de lui. Les réunions se tenaient toutes dans des halls d'hôtel accessibles au public. Il n'avait aucune empreinte numérique avant 2 ans. Puis le rapport du détective est arrivé dans ma boîte de réception.
C'était un chef-d'œuvre. Le vrai nom d'Antoine n'était même pas Antoine. C'était Christophe. Il avait 2 jugements contre lui dans des régions voisines pour avoir escroqué des investisseurs âgés dans une arnaque immobilière liée au bien-être. Il charmait les familles, identifiait un membre vulnérable, généralement une personne âgée avec des biens, et les convainquait de les céder à une SARL qu'il contrôlait, promettant de la gérer pour eux. Ensuite, il vidait les fonds propres et disparaissait. Il n'était pas seulement un escroc. C'était un prédateur, et sa cible actuelle était ma famille. Le rapport incluait une récente vérification de crédit. Lui et Sophie avaient conjointement demandé un prêt professionnel 3 semaines auparavant et avaient listé la maison de la rue des Lilas comme leur principal actif et adresse. Il n'essayait pas seulement de m'isoler. Il essayait activement de se servir de ma propriété. Il devait faire pression sur Sophie, lui promettant qu'ils pourraient lancer leur marque de bien-être s'ils pouvaient juste prendre le contrôle de la maison. Et ma sœur, aveuglée par lui et pleine de ressentiment face à mon succès, avait été une complice facile et consentante. Le verrouillage du soir de Noël semblait maintenant beaucoup plus sombre. C'était une démonstration de force, une façon de montrer à mes parents qui était aux commandes. Camille est dehors. Nous sommes dedans. Votre sécurité dépend maintenant de nous. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. L'appel de ma mère demandant le paiement de la mensualité. Ce n'était pas seulement de l'insouciance de leur part. Antoine les avait probablement poussés à le faire. Il voulait voir si je ferais des vagues ou si je continuerais à payer, blessé et docile. Mon paiement était pour lui la confirmation que je jouais toujours selon les anciennes règles, tandis que lui en écrivait de nouvelles. J'ai fermé mon ordinateur portable. Mes mains étaient parfaitement stables. Je l'avais. Je les avais tous. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Mon premier contact avec elle depuis que la porte s'était fermée. Salut, Camille. Je sais que tu es probablement contrarié. Maman et papa sont vraiment inquiets pour la maison et tout. Nous pensons qu'il est temps que nous nous asseyions tous pour une vraie réunion de famille afin de discuter de l'avenir. Antoine a de très bonnes idées. Une réunion de famille. Mon sang s'est glacé. C'était ça. C'était sa manœuvre. Il allait essayer de me faire signer quelque chose. J'ai tapé une réponse. Mes mots étaient polis, professionnels et mortels. Tu as raison. Une réunion est une excellente idée. Faisons-la au bureau de mon avocate, vendredi à 10 h. Il est temps de tout mettre sur la table. J'ai appuyé sur envoyer. Le piège était tendu. Ils entreraient en s'attendant à une négociation. Ils se dirigeaient vers une exécution. La salle de conférence du cabinet de Julia se trouvait au 20e étage, avec une vue imprenable sur la ville qui me donnait toujours un sentiment de puissance. J'étais arrivé 1 heure en avance, disposant mes documents avec la précision d'un chirurgien se préparant pour une opération complexe, l'acte de propriété original, le relevé complet du prêt immobilier, le rapport du détective privé sur Antoine relié dans un dossier noir impeccable, et enfin, le mandat de vente immobilière signé. Quand la réceptionniste a sonné pour annoncer l'arrivée de ma famille, mon cœur a eu un seul battement sourd. J'ai pris une profonde inspiration et me suis recentré. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une déposition. Julia les a fait entrer. Mes parents, Bernard et Martine, semblaient nerveux, évitant mon regard. Sophie est entrée le menton haut, une expression de suffisance provocante sur le visage. Et puis est venu Antoine, tout sourire et parfum de luxe, portant une mallette en cuir élégante. Il avait l'air d'être le propriétaire des lieux. Camille, dit-il en tendant la main, sa voix suintant une fausse sincérité. Merci d'avoir organisé cela. Je sais que tout cela est un peu émouvant. Mais je suis heureux que nous puissions enfin être pragmatiques et structurer un avenir qui fonctionne pour tout le monde. J'ai ignoré sa main. Veuillez vous asseoir, dis-je en désignant les chaises de l'autre côté de l'imposante table en acajou. Julia s'est assise à mes côtés, le visage impassible. Alors, commença Sophie, sortant une pile de papier de son propre sac de créateur, un que je lui avais acheté le Noël précédent, notez-je. Nous sommes heureux que tu vois enfin la raison, Camille. Antoine a fait tellement de recherches, et nous avons réalisé à quel point cet arrangement est injuste pour toi. Oh, dis-je, ma voix dangereusement calme. Toute cette responsabilité, intervint Antoine, faisant glisser ses propres papiers sur la table. Et le fardeau fiscal, ce n'est tout simplement pas intelligent.
Ce que nous avons préparé ici est un simple transfert. Nous avons créé une SARL qui détiendra la propriété. Sophie et moi en serons les gérants, et bien sûr, tes parents en seront les bénéficiaires. Ça te libère, Camille. Ça te libère du fardeau, et ça sécurise l'actif pour l'avenir de la famille. J'ai regardé le document. C'était un acte de cession. Il essayait de me faire signer pour que je lui cède ma maison, comme ça. Sécurise l'actif, ai-je répété. J'ai regardé mes parents. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que je cède la maison à cette SARL? Mon père Bernard fixait la table, mais ma mère a parlé, sa voix fluette. Camille, ma chérie, c'est juste que... Ça a du sens. Antoine est si doué pour ces choses. Et puis, Sophie est de la famille. Il est en qu'elle ait des responsabilités. Des fonds propres. Des fonds propres. Le mot flottait dans l'air. Je vois, dis-je. J'ai pris le rapport du détective. Antoine, tu as été très occupé. Mais moi aussi, j'ai été occupé. J'ai aussi fait quelques recherches. Son sourire s'est crispé. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je veux dire, Christophe, dis-je. La couleur a quitté son visage. Sophie le regarda, confuse. Quoi? Qui est Christophe? Demande-lui, dis-je. J'ai fait glisser le rapport sur la table. Demande-lui pour les 2 jugements civils contre lui à Lyon pour fraude immobilière. Demande-lui pour l'arnaque au bien-être qu'il a monté contre une femme de 80 ans à Bordeaux. Demande-lui pourquoi il a changé de nom. La main de Sophie vola à sa bouche. Les yeux d'Antoine passèrent de moi au dossier, son sang-froid se fissurant. C'est de la calomnie. C'est irrecevable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, dis-je, c'est une enquête privée à 10 000 € sur toute ta vie pathétique et frauduleuse. Elle inclut ton vrai numéro de sécurité sociale, tes adresses passées, et un compte rendu très détaillé de la façon dont tu t'attaques aux familles vulnérables, t'insinues par le charme et voles leurs actifs. Sophie, ne l'écoute pas, siffla Antoine, sa voix perdant son vernis. Elle essaie de nous diviser. Elle a toujours été jalouse de toi. Jalouse? J'ai ri, le son était cassant. Jalouse de quoi? De ton nouveau fiancé qui prévoyait de voler ma maison, la maison que j'ai achetée pour nos parents, et de vous laisser tous sans rien. C'est ça que tu penses? Je me suis tourné vers mes parents. Et vous, vous avez laissé faire ça. Vous m'avez mise dehors dans le froid. Vous avez laissé votre fille, votre autre fille, me dire que je n'étais pas de la famille proche. Ma mère a finalement craqué, son visage se décomposant. Camille, nous ne savions pas. Sophie a dit que tu étais. Que tu étais occupée. Occupée? J'étais sur votre seuil, maman, sous la pluie verglaçante avec des cadeaux. Ma voix s'est brisée, mais je l'ai maintenue ferme. Et pas un seul d'entre vous n'a appelé pour s'excuser. Vous avez juste appelé pour demander le paiement de la mensualité parce que lui, j'ai pointé un doigt tremblant vers Antoine, vous l'a dit. Il voulait voir si le compte en banque était toujours ouvert. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Antoine a frappé la table de sa main. Tu n'es qu'une femme amère et seule qui essaie de ruiner ma vie. Ruiner ta vie, Christophe, dis-je. Tu n'as pas de vie. Tu as une série de cibles. Je me suis penché en avant. Et tu as fait une très grosse erreur en ciblant ma famille. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'étais juste une femme émotive que tu pouvais écarter. J'ai pris le dernier document, le mandat de vente. Vous vouliez parler de l'avenir de la maison, dis-je, ma voix tombant dans un murmure. Parlons-en. Ceci est un mandat de vente. J'ai engagé l'agent immobilier le plus performant de leur quartier. Le panneau à vendre sera planté cet après-midi. Le silence dans la pièce était absolu, plus lourd et plus suffocant que n'importe quelle dispute. Sophie avait l'air d'avoir été frappée, son regard oscillant entre le mandat de vente et le visage pâle et en sueur d'Antoine. Mes parents semblaient juste vieux, ratatinés par la révélation. Vendu, murmura mon père Bernard, sa voix brisée. Camille, tu ne peux pas. C'est notre maison. Non, papa, dis-je, ma voix ferme mais teintée de l'épuisement de ma longue patience. C'est ma maison. Ça a toujours été ma maison. Vous ne faisiez qu'y vivre. Et j'étais heureuse de vous offrir cela jusqu'à ce que vous décidiez que je n'étais pas digne de franchir la porte d'entrée.
Antoine, voyant tout son plan s'effondrer, est passé à l'offensive. C'était une manœuvre désespérée et maladroite. Tu bluffes, ricana Théil, essayant de retrouver son calme. Tu ne le feras pas. Tu es trop gentille. Tu ne mettrais jamais tes propres parents à la rue. C'est juste une tentative pathétique de nous faire peur. Il se tourna vers Sophie, lui saisissant le bras. Elle essaie de nous contrôler, Sophie. Tu ne vois pas? C'est ce qu'elle a toujours fait. Elle brandit cette maison au-dessus de vos têtes pour vous faire faire ce qu'elle veut. Pendant une seconde, j'ai vu ma sœur hésiter. C'était le récit qu'Antoine lui servait depuis des mois. Que je n'étais pas généreuse, j'étais contrôlante. Que mon aide n'était pas un cadeau, c'était une arme. Elle avait voulu le croire parce que cela l'absolvait de sa propre jalousie et de ses échecs. C'est ce que tu penses, Sophie? Demandai-je, croisant son regard. Tu penses que j'ai acheté cette maison pour te contrôler? Tu m'as toujours méprisé, éclata Théil, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de peur. Toi, avec ton grand travail et ton argent, tu te crois tellement meilleur que nous. Antoine, lui, il me respecte. Il voit mon potentiel. Il voit un logement gratuit, ai-je contré, et une proie facile. Il ne te respecte pas, Sophie. Il se sert de toi pour atteindre mes actifs. Mensonge, cria Antoine. Tu n'as aucune preuve. En fait, mon avocate, Julia, prit la parole pour la première fois, sa voix tranchant à travers l'hystérie. Si. Elle fit glisser un deuxième dossier sur la table. Celui-ci était adressé à Antoine. Ceci est une lettre de mise en demeure vous ordonnant de n'avoir aucun contact futur avec ma cliente ou sa famille. Elle contient également des copies de la demande de prêt professionnel conjointe que vous et mademoiselle Sophie avez déposée, en listant une propriété que vous ne possédez pas comme garantie. C'est une tentative de fraude électronique et de fraude bancaire. Le regard de Julia se tourna vers moi. Et Camille, j'ai plus. Elle a activé un petit haut-parleur au centre de la table. Monsieur Harris, êtes-vous en ligne? Oui, dit une nouvelle voix, plus âgée hélas. Antoine, ou Christophe, comme vous préférez, dit Julia. J'aimerais vous présenter Monsieur Alain Harris de Lyon. Il était l'unique propriétaire d'une petite agence immobilière avant de vous rencontrer et que vous l'aidiez à la restructurer en SARL. Antoine se figea. Il m'a dit qu'il restructurait mes actifs pour ma retraite, la voix de Monsieur Harris crépita dans le haut-parleur. Il a dit qu'il était un ami. Il a pris ma fille, qui avait des difficultés à l'époque, sous son aile. Lui a promis monts et merveilles. Le temps que je réalise ce qui se passait, il avait hypothéqué mes propriétés jusqu'à la moelle et avait disparu. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, la confiance de ma fille. Il a détruit ma famille. Sophie laissa échapper un petit sanglot étranglé. Elle arracha son bras de l'emprise d'Antoine. Tu m'avais dit que ta dernière partenaire était folle. Tu m'avais dit qu'elle. Il a menti, Sophie, dis-je doucement. Il a menti sur tout. Toute combativité a quitté Antoine. C'était un animal acculé. Son masque de sophistication avait disparu, remplacé par une colère sourde et bas de gamme. Et alors? Vous allez appeler la police? Ils ne feront rien. C'est une affaire civile. Tu as raison, dis-je. La police ne peut pas faire grand-chose concernant ton passé, mais M. Harris travaille déjà avec le procureur de la République. Et moi, j'ai tapoté le dossier de Julia, je suis plus qu'heureuse de leur fournir cette nouvelle preuve de ta tentative de fraude dans la région. Tu ne seras pas seulement poursuivi en justice, Christophe. Tu seras poursuivi au pénal. Antoine me regarda, les yeux pleins d'une haine pure et sans mélange. Puis, sans un mot, il a attrapé sa mallette et a quitté la pièce. Il n'a pas regardé Sophie. Il n'a pas dit au revoir. Il s'est juste enfui. La porte s'est refermée, laissant un silence dévastateur dans son sillage. Sophie se tenait là, complètement brisée. Elle s'est lentement affaissée sur une chaise et, pour la première fois, m'a regardé avec des yeux qui n'étaient pas pleins de ressentiment, mais d'une clarté naissante et terrifiante. Elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. Mes parents fixaient le mandat de vente comme s'il s'agissait d'un arrêt de mort. 30 jours, dis-je, ma voix vide de toute émotion. L'agent prendra contact pour organiser les visites. J'attends de vous que vous soyez coopératif.
Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de logistique. Le panneau à vendre a été planté sur la pelouse de la maison de la rue des Lilas, un symbole orange fluorescent brutal de la nouvelle réalité. L'agente que j'avais engagée était impitoyable et efficace. Elle a fixé le prix de la maison pour une vente rapide, et sur le marché actuel, ce fut une frénésie. Ma famille, sous le choc, était devenue fantomatique. Mes parents ont laissé quelques messages vocaux décousus et paniqués. Mon père a essayé la colère. Tu ne peux pas faire ça à ta mère. Et ma mère a essayé la culpabilité. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé Julia gérer toutes les communications. Sophie, quant à elle, était silencieuse. Elle avait, comme on dit, disparu des radars. Je supposais qu'elle était dans sa chambre, en train de digérer le double choc d'avoir perdu son fiancé et sa maison dans la même heure. La confrontation publique n'a pas eu lieu à une fête ou à un jour férié. Elle s'est produite un mardi gris et bruineux, 2 semaines avant la clôture de la vente de la maison. Je devais me rendre à la maison pour signer quelques derniers papiers pour le notaire et faire une dernière visite avec l'agente. J'avais convenu d'une heure où je savais que mes parents seraient à un rendez-vous chez le médecin, du moins c'est ce que je pensais. Quand je suis arrivé, la petite voiture de Sophie était dans l'allée, ainsi que la berline de mes parents. Ils étaient tous là, à m'attendre. Mon estomac s'est noué. Je ne leur avais pas parlé directement depuis le bureau de l'avocate. J'ai pris une inspiration, attrapé ma mallette et marché sur le chemin que j'avais autrefois parcouru les bras chargés de cadeaux de Noël. J'ai utilisé ma clé. Le bruit de la serrure qui tournait semblait fort dans le silence. Ils étaient tous assis dans le salon, entourés de cartons à moitié faits. C'était une scène misérable et abattue. Ma mère pleurait tranquillement dans un mouchoir. Mon père fixait la télévision éteinte. Sophie était assise par terre, le dos contre le mur, les genoux ramenés contre sa poitrine. « Camille », dit mon père en se levant. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Nous devons parler. Tu dois arrêter ça. Il n'y a rien à dire, papa. La maison est vendue. Les nouveaux propriétaires signent dans 14 jours. Vous devez être parti avant le 30. J'ai essayé de garder ma voix plate. Professionnelle. Camille, s'il te plaît, pleura ma mère. C'est notre maison. Nous n'avons nulle part où aller. Tu mets ta propre famille à la rue. C'est vous qui m'avez mise à la rue en premier, maman, dis-je, les mots plus vifs que je ne l'avais prévu. Le soir de Noël, sous la pluie verglaçante. Ou vous avez déjà oublié cette partie? C'était une erreur, sanglota TL. Sophie était. Antoine l'avait tellement embrouillé. Nous étions embrouillés. Nous ne le pensions pas, ce n'était pas une erreur, maman. C'était un choix. Vous avez tous fait un choix. Vous avez choisi de croire un escroc plutôt que moi. Vous avez choisi de me voir comme une banque, pas comme une fille. Et quand vous avez fermé cette porte, vous l'avez fermée pour de bon. Alors c'est tout, dit mon père, sa voix montant dans l'incrédulité. Toute une vie à être tes parents, à t'élever, à t'aimer, et tu jettes tout ça par la fenêtre parce que ta sœur a été impolie, parce que tes sentiments ont été blessés? La minimisation, le refus complet de comprendre la profondeur de la trahison, a fait sauter le dernier fil de mon sang-froid. Mes sentiments, dis-je, ma voix dangereusement basse. Il ne s'agit pas de mes sentiments. Il s'agit du fait que vous avez laissé un prédateur entrer dans votre maison. Il s'agit de votre participation passive à un plan pour m'escroquer. Il s'agit du fait que vous m'avez appelé non pas pour vous excuser de m'avoir traité comme une étrangère, mais pour me demander de l'argent. J'ai jeté ma mallette sur la table basse. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là où je suis. J'ai acheté cette maison, pour que vous soyez en sécurité. J'ai sacrifié mes propres objectifs financiers, mon propre appartement en centre-ville, mes propres investissements pour vous donner la sécurité. Et en retour, vous m'avez traité comme un distributeur de billets gênants. Vous êtes resté là à regarder pendant que ma sœur et son petit ami parasite me disaient que je n'étais pas de la famille proche. Je me suis tourné vers Sophie. Elle n'avait pas bougé. Elle me regardait juste avec de grands yeux vides. « Et toi ?» dis-je. C'était un escroc, Sophie. Mais toi, tu as juste été cruelle. Tu étais jalouse. Tu as toujours été jalouse que je réussisse et pas toi.
Tu étais si désespérée de te sentir puissante pour une fois que tu étais prête à détruire ma relation avec nos parents et à voler ma propriété pour y parvenir. Tu n'as pas seulement été manipulée, Sophie. Tu as été une complice. Sophie a tressailli comme si je l'avais giflée. Elle s'est finalement levée, son corps tremblant. Tu as raison, murmura-t-elle. Mes parents et moi nous sommes arrêtés, stupéfaits et réduits au silence. Tu as raison, répéta-t-elle, sa voix plus forte. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas les larmes de crocodile auxquelles j'étais habitué. C'étaient des sanglots profonds et déchirants. J'étais jalouse. Je détestais que tu sois si parfaite. Je détestais que tu puisses simplement leur acheter une maison. Je détestais qu'ils aient toujours besoin de toi et qu'ils ne faisaient que me supporter. Et Antoine, il a vu ça. Il m'a dit que j'étais celle avec le vrai talent, la vraie vision. Il a dit que tu me freinais. Il a dit que tu nous devais ça. Elle s'est approchée de nos parents. Et vous, dit-elle, sa voix à vif. Vous l'avez laissé faire. Vous l'avez laissé vous murmurer à l'oreille, aussi. Vous l'avez laissé vous convaincre que Camille était la difficile parce qu'elle posait des questions. Vous étiez si heureux d'avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne vous faisait pas sentir comme des assistés, que vous étiez prêt à le croire. Vous étiez prêt à jeter votre autre fille. C'était la chose la plus honnête et la plus douloureuse que je l'ai jamais entendue dire. Elle s'est retournée vers moi, son visage un désastre de larmes et de dégoût de soi. Je suis tellement désolé, Camille. Je suis tellement désolé. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne le mérite pas. Mais tu as raison. J'ai fait ça. Je l'ai aidé. C'était le moment. La terrible réalisation finale. L'humiliation publique ne concernait pas Antoine. Il était déjà parti. Elle concernait ceux-ci. Ma famille, debout dans les ruines de la vie que j'avais construite pour eux. Comprenant enfin, les conséquences de leurs actes. Mon père s'est assis, l'air complètement vaincu. Ma mère pleurait à chaudes larmes. Sophie a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée. Nous serons partis, Camille. Je leur trouverai un endroit. Je trouverai un vrai travail. Je vais arranger ça. Elle s'était enfin libérée. Elle avait enfin pris ses responsabilités. J'ai simplement hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. J'ai ramassé ma mallette. La vente de la maison se conclut le 30, dis-je doucement. Julia a les coordonnées des déménageurs que j'ai payés. Ils seront là le 29. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée, les laissant s'asseoir au milieu des cartons et des décombres de leur choix. La vente de la maison s'est conclue sans accroc. Le produit de la vente, une somme considérable, a été viré directement sur mon compte d'investissement. Pour la première fois en 5 ans, je n'étais responsable que de moi-même. Le silence qui a suivi était à la fois assourdissant et paisible. J'ai utilisé le temps et l'afflux soudain d'argent pour faire ce que je faisais de mieux. J'ai restructuré. J'ai acheté l'appartement en centre-ville que j'avais toujours voulu, un espace épuré et moderne avec des baies vitrées du sol au plafond. J'ai entièrement financé mes propres comptes de retraite. J'ai pris 2 semaines de vacances en Italie, quelque chose que je reportais depuis des années. En substance, je réinvestissais en moi-même. Quant à ma famille, j'ai gardé mes distances. Les déménageurs que j'avais engagés, comme promis, ont transporté leurs affaires dans un garde-meuble, que j'ai payé pour 3 mois à l'avance. J'ai appris par des oui-dire qu'Antoine, ou Christophe, avaient été arrêtés. Mon rapport de détective, combiné au témoignage de M. Harris et à une nouvelle plainte d'une autre famille qui l'avait escroqué, a suffi au procureur pour monter un dossier solide pour fraude en série. Son charme et ses costumes élégants ne le sauveraient pas d'une peine de prison. La justice, à cet égard, fut définitive. Environ 2 mois après la clôture de la vente, j'ai reçu une lettre. Elle était manuscrite sur du simple papier ligné. Elle venait de Sophie. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne demandait pas de pardon. Elle ne faisait que rapporter. Elle me disait qu'elle avait maintenant 2 emplois. L'un comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et l'autre comme serveuse le soir. Elle et mes parents vivaient dans un petit appartement de 2 chambres dans un complexe de l'autre côté de la ville. C'est elle qui payait le loyer. Mes parents, écrivait-elle, avaient du mal. Mon père vivait mal la situation,
sa fierté profondément blessée. Ma mère était silencieuse et triste. Mais Sophie a écrit, ils s'en sortent. La dernière ligne de la lettre disait, je sais que je n'ai le droit de rien te demander, pas même de lire ceci, mais je voulais juste que tu saches que j'essaie, et que je suis tellement désolé. C'était la première véritable excuse inconditionnelle que j'avais jamais reçue d'elle. J'ai gardé cette lettre pendant longtemps. La colère s'était estompée, laissant derrière elle une tristesse profonde et persistante. Ils étaient toujours ma famille. Une semaine plus tard, j'ai agi. Je ne les ai pas appelés. Je ne suis pas allé à leur nouvel appartement. J'ai utilisé mes ressources. J'ai fait rédiger par Julien un nouveau document juridique blindé. J'ai utilisé une partie du produit de la vente de la maison pour acheter un petit appartement modeste dans une résidence pour retraités respectables. Je l'ai mis au nom de mes parents, leur nom, pas le mien. Il était à eux, libre de toute dette. À eux d'y vivre, à eux de le gérer, à eux de payer les impôts et les charges de copropriété. J'ai envoyé les clés et l'acte de propriété à mes parents avec une simple lettre d'une page. Elle disait que c'était le dernier cadeau. Ce n'était pas une porte de retour dans ma vie, mais l'acte final d'une fille accomplissant ce qu'elle considérait comme son dernier devoir. Mon soutien financier, je l'ai précisé, était terminé. Sophie, comme elle l'avait elle-même déclaré, était désormais responsable de leurs soins quotidiens. Je coupais les liens financiers qui avaient failli nous détruire. Ma relation avec eux, si elle devait un jour être reconstruite, devrait l'être sur autre chose que l'argent. J'ai reçu un appel de mon père quelques jours plus tard. Il pleurait. Il n'arrêtait pas de dire merci encore et encore. Ma mère a pris le téléphone et a dit, nous t'aimons, Camille. Nous sommes si fiers de toi. C'était un début. Je vois Sophie pour un café de temps en temps. C'est gênant. Le gouffre entre nous est immense, rempli des fantômes du soir de Noël, mais elle est différente. Elle est fatiguée, mais elle a les pieds sur terre. Elle parle de son travail, des défis de la gestion du budget pour les dépenses de nos parents. Elle est devenue, par nécessité, la responsable. Je ne suis pas sûr que notre famille sera un jour ce qu'elle était. La confiance a été trop brisée, la trahison trop profonde. Mais la colère a disparu. J'ai vendu la maison, oui, mais en le faisant, je nous ai tous libérés. J'ai libéré mes parents de leur dépendance. J'ai forcé ma sœur à grandir et j'ai reconquis ma propre vie. Je ne suis plus la banque de la famille. Je suis juste Camille. Et pour la première fois depuis très longtemps, c'est plus que suffisant.